Ce que j'ai à vous dire sur l'Europe centrale est issu d'une expérience directe. Déjà d'enfant. En tant qu'enfant, avec un père d'un milieu scientifique, été amené à connaître beaucoup de gens de l'Europe de l'Est pour une raison simple, c'est qu'ils ont été chassés par les événements. Donc quand j'avais 10 ans, mon père était dans les pétroles, il était géologue, ingénieur, beaucoup de ses collègues avaient été chassés notamment de Hongrie. Et donc dès l'âge de 10 ans, j'ai entendu cet accent hongrois qui est très particulier et qui me plaisait beaucoup, mais c'est des souvenirs subliminaux. En tout cas, ça fait que ce pays m'a toujours ému. Parce que les gens en avaient été chassés, que mes parents m'avaient expliqué, tu sais, c'est des pauvres gens qui sont partis avec toute leur famille à l'âge de 30 ans pour essayer de trouver du travailleur. Beaucoup sont partis en Amérique. Et l'ami de mon père, là, était lui resté à Bordeaux. Bon, bref, tout ça pour dire qu'après, quand la Hongrie est revenue sur le tapis, elle est revenue sur le tapis assez vite dans ma vie, j'ai flashé dessus. Alors, première étape, à New York, où j'étais journaliste, où je passais mon temps parce qu'il y avait beaucoup de reportages à l'époque aux États-Unis, la France est devenue, comme vous le savez, dans les années 80, odieusement pro-américaine. On passait notre temps là-bas. José Arthur faisait des directs de New York tout le temps. France Inter, toutes les télés nationales avaient planté leur drapeau en Amérique. Donc je passais mon temps dans les cocktails là-bas. J'ai rencontré un marchand de tableaux moderne nommé Tibor de Nagy, qui était un ponte de l'art moderne à New York, vraiment de la même fratrie que les Warhol et compagnie. Et ce type-là était hongrois d'origine. Sans plus. Donc on a continué à se voir, mais lorsque le mur, et c'est là que l'histoire commence, et c'est là que ma petite démonstration commence aussi, lorsque le mur est tombé en 92, l'Europe de l'Est s'est ouverte. Et à ce moment-là, et c'est lié à Campagnol, cette histoire, à ce moment-là, je me suis dit, comme j'avais la liberté de l'écrivain, que j'étais assez, assez bien payé et assez favorisé par la presse, je me suis dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller à Budapest. Et donc, à peine le mur tombé, je me suis renseigné pour avoir un appartement à Budapest et pour y rester 3 mois. Il m'a dit, mais t'es fou, alors j'avais un berger allemand en plus à l'époque, t'es fou, tu pourras même pas nourrir ton chien, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le poteau noir. Alors, la chose est intéressante, parce que vous allez voir, c'est vraiment de la sociologie des idées politiques. Qui ai-je trouvé à Budapest en 93, outre le centre culturel français qui existait déjà, j'ai trouvé la correspondante de l'IB, qui existe encore, qui s'appelle La Jeunesse, je crois, et cette correspondante de l'IB était à demeure en Hongrie depuis longtemps et parlait le hongrois. Pour quelle raison? Parce qu'à l'époque, la Hongrie était un pays communiste, bien vu par les journaux libertaires à la Libé, puisque c'était du communisme un peu mou, du communisme qui flirtait avec le capitalisme. Et donc, Libé avait déjà un drapeau là-bas. Donc c'est elle qui m'a trouvé une chambre, et j'ai vécu 3 mois à Budapest pour écrire un livre. La raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, vous la connaissez, mais en revanche, la réaction de Robert Laffont le vieux, hein, le fondateur, à qui j'ai parlé du projet, était très signifiante. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu veux faire un livre sur les pays de l'Est? Alors je lui ai raconté un peu le sujet en lui disant, et c'est là l'objet de ma discussion aujourd'hui, c'est ces gens s'apprêtent à être frappés par le raz-de-marée américain, puisque ça vient de s'ouvrir, donc ils vont tomber dans tous les panneaux. Et je voudrais écrire un livre qui leur dit, n'y allez pas, en tout cas pas dans les mêmes conditions que nous, parce que nous on s'est fait avoir. C'était ça l'objet du livre. Et la gueule de Robert Laffont, qui a compris que c'était pas un sujet vendeur, qui a compris que lui, en tant que vendeur de papier, d'idées obligatoires, j'allais dans le mur, puisque je disais que les Américains ne vendaient que de l'esbrouf, et qu'un jour ou l'autre, il faudrait revenir en arrière. Eh bien voilà, j'ai écrit le livre quand même, il a fini par l'accepter, de toute façon il est mort entre-temps, et donc c'est son successeur, Bernard Fixot, qui a publié le livre, et qui l'a littéralement tué, et vous savez pourquoi? Parce que Bernard Fixot vit à Central Park. Donc en fait, on a une espèce de tableau global, là. Bernard Fixot, successeur de Robert Laffont, vit à Central Park et vend des livres à la planète entière, à un bureau à Hollywood. Il habite, enfin non, son bureau d'écrivain, d'éditeur est au sommet de la tour Montparnasse. Vous voyez un peu le genre. Donc c'est la France américanisée dans toute son horreur. Et il a épousé la fille de Giscard.
C'est vraiment c'est la totale absolue. Donc, tout ça pour revenir à ma modeste Hongrie. J'arrive en 93 dans un pays dévasté, où il n'y a pas d'éclairage public. Où on ne sait pas en effet comment nourrir son chien. Une fois sur deux, j'allais à Vienne pour acheter des croquettes. Et donc j'ai expliqué à mon logeur, alors c'est un peu comme un campagnol, c'est un peu un logeur théorique. C'était un type que je voyais peu, mais qui me louait l'appartement de sa grand-mère qui venait de mourir. Appartement de vieille hongroise des années 30, absolument magnifique, avec des colonnes. Tous les meubles étaient là, parfaits. J'y ai passé 3 mois et je payais une misère. Et lui était complètement vendu à l'esprit américain, en disant « bon, je bazarde de tout, je m'installe en Californie ». Et donc c'était son idée de la réussite dans la vie. Et dans le livre, je m'adresse à lui en disant « ne fais surtout pas ça, tu trahis tes ancêtres et surtout tu vas te jeter dans un panneau idiot, un panneau qui va forcément te décevoir ». Et donc pourquoi ça a déçu la première Hongrie, et ça j'en ai été témoin, parce qu'après j'ai fait plusieurs voyages, c'est que ces gens ont été blousés par le système américain qui a déjà dévalué tout ce qu'ils étaient. Le système américain c'est un système planétaire où votre jardinier n'a plus aucun intérêt puisque vous achetez les légumes 2 fois moins cher au supermarché. Les gens qui sont trop vieux ou pas assez beaux, et Dieu sait qu'en Hongrie il y en avait, ne sont pas employables. Donc vous aviez des gens pauvres et vieux qui étaient à la rue, puisque rien n'avait été prévu. C'est un pays qui a été livré dès les années 93 à l'encan des sociétés du genre Soros. Ce qu'il faut savoir, c'est que Soros est installé dès le début, puisqu'il avait l'idée de laminer ce pays dont il était originaire au nom du système américain. Et il a essayé de le faire avec l'aide de qui? D'un certain nombre d'étudiants que j'ai fréquentés, figurez-vous, et parmi lesquels figurait Viktor Orban, qui travaillait pour la fondation Soros à l'époque, en 92-93. Alors c'était un tout petit monde il y avait un pôle qui était le Centre culturel français, qui était au bord du Danube, et ce petit monde était en fait un petit monde fabriqué pour faciliter la pénétration américaine. Alors même le Centre culturel français était là pour faire ça. Je vous donne un exemple. Grande fête du mois de juin du Centre culturel français, avec la musique, etc. On invite un groupe qui n'a chanté que les Rolling Stones pendant toute la soirée. C'était le Centre culturel français. Donc, si vous voulez, on est dans à ce moment-là, en 93, dans un pays qui s'apprête à vendre son âme aux Américains en disant « on verra bien plus tard, on la récupérera ». Et dans le livre, certains d'entre vous l'ont acheté, je dis « vous ne la récupérerez pas, cette âme, vous serez obligé de l'arracher aux Américains avec une extrême droite qui va renaître évidemment parce qu'elle ne supportera pas ce qu'est devenu le pays ». Et donc cette banalisation, je vous donne des flashs, c'est pourquoi je ne suis pas un vrai conférencier au sens Sciences Po. Des flashs, c'est-à-dire je suis un journaliste. J'en profite pour vous citer le nom d'un remarquable journaliste et écrivain qui a le même regard que moi, avec infiniment plus de talent et d'expérience, qui est un Polonais qui s'appelle Ryszard Kapuściński. Noté dans un coin, c'est un nom bizarre, il a plusieurs livres sur le marché, en livre de poche. Il a écrit un livre qui s'appelle Imperium, où il montre la chute, c'est la même époque, la chute de l'Empire soviétique dans le néant. C'est-à-dire dans le néant, dans les mafias, il a écrit un livre qui s'appelle Eden, qui montre l'effroi de l'Afrique noire qui va vers de plus en plus de pauvreté. Donc c'est vraiment un regard sur le monde qui est le regard littéraire des écrivains d'autrefois, ceux qui étaient toujours, on est toujours un peu journaliste quand on est écrivain, puisqu'on regarde partout, on parle avec les gens, et donc ce Ryszard Kapuściński, c'est ce Polonais qui doit être mort maintenant, est vraiment un remarquable esprit, en plus très émouvant, parce que c'est très rare d'avoir des journalistes qui sont émus par un mendiant dans le métro, et là c'est le cas. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que je voulais vous dire, et c'est pourquoi j'ai le même regard de temps en temps. À l'époque, Budapest était un monde extraordinairement émouvant, puisque vous aviez des gens qui, faute de mieux, jouaient les hommes sandwich. C'est-à-dire le type qui n'est pas employable à l'usine parce qu'il n'a pas de compétences, qui n'est pas beau et donc il ne peut pas faire le modèle. Il n'avait que le fait de se promener avec des panneaux, comme à New York, toute la journée pour gagner 3 sous. Vous aviez également des paysans qui, faute d'avoir été soutenus par le gouvernement en culbute, étaient obligés de venir vendre leurs 4 légumes, mais j'exagère pas,
8-10 légumes sur une petite couverture dans le métro. Et c'était quotidien, c'était vraiment Alors parallèlement à ça, vous aviez des jeunes gens, qui 30 ans, BMW, qui vendaient des fringues, alors ça marchait très très bien, des IBM PC, puisqu'à l'époque c'était les composants électroniques, donc ils allaient les chercher tout bêtement derrière la frontière en Roumanie surtout à Vienne, et ils revenaient monter des PC, et puis qu'est-ce que vous aviez d'autre? Évidemment la drogue, mais la drogue c'était pas encore suffisamment, il n'y avait pas encore suffisamment de marché. Oui, les fringues, principalement les fringues. C'est ça qui marchait le mieux, c'est que les fringues, les blue jeans, vous pouviez les vendre. Bref, on est arrivé au point où le jeune homme de 25 ans avait réalisé en 5 ans davantage d'argent que son père dans toute sa vie. Et donc, évidemment, ça a provoqué un bouleversement total dans la société hongroise. C'est que cette société basée sur des valeurs, parce qu'on ne vous dit pas tout, c'est une société qui était encore qui est toujours hyper catholique, avec les hommes, pas comme en France, qui vont à la messe. Vraiment, vous voyez des veufs à la messe en très grand nombre. Et donc, c'est une société qui a été très hiérarchisée autour de ces valeurs et qui a été absolument perverti, il n'y a pas d'autre mot, par le discours américanisant du style prends ta liberté, demain ça sera trop tard, etc. Et donc ce moi-je permanent a fait que la culture hongroise a beaucoup périclité pendant ces années-là. Et il s'est passé exactement ce que je décris à mon correspondant, à mon interlocuteur dans le livre. Il s'est passé qu'une autre jeunesse a pris le dessus. C'est celle du Fidesz, c'est celle du parti de Orban qui s'est adressé en disant mais la Hongrie c'est pas ça. Alors, une petite parenthèse pour montrer que, parce que les gens qui commentent l'Europe de l'Est disent que c'est des pays qui se referment sur toute influence extérieure et que tout ce monde. Il faut voir que non. Il faut voir que la Hongrie, quand vous voyez le Parlement de Budapest qui est absolument copié sur celui de Westminster, la Hongrie a toujours adoré l'étranger. Depuis les années 20, les années 10, le café principal à Budapest s'appelle Café New York, et il est de 1902. Donc c'est vraiment un pays qui était hyper ouvert sur les autres, pour une raison simple, c'est qu'il était d'une incroyable singularité. Une langue inimitable, une façon d'être entre soi, c'est-à-dire une famille que vous ne pouvez pas pénétrer, puisque la langue est impénétrable elle-même. À New York, où j'ai fréquenté beaucoup de Hongrois, ils se détestent tous plus ou moins, mais ils font la même chose et ils sont une même famille. J'ai connu les marchands d'art modernes à New York. Mon ami Tibor de Nagy avait été l'un des premiers à vendre Jackson Pollock. Il aurait pu faire un pire choix, donc il a été un homme richissime dès le départ, parce qu'il était émigré à 30 ans en tant qu'ancien banquier, prisonnier des Russes pendant 6 mois, qui a failli y passer, qui a failli partir au goulag, parce qu'on disait qu'il était parmi les jeunes de Budapest qui étaient copains d'Hitler, et donc c'est son ancien majordome qui l'a sauvé en le faisant évader. Il a fini à New York comme fondé de pouvoir d'une banque, et il a donc vendu des tableaux modernes très vite et fait une fortune considérable. Et bizarrement, quasi 80% des vendeurs de tableaux modernes à New York dans ces années-là étaient hongrois. C'est vous dire à quel point la diaspora était unie. Ils se détestaient tous, mais ils se fréquentaient tous. Donc tout ça pour en revenir au fait qu'il n'y a aucun rejet de l'autre. Mais on va comprendre pourquoi il est intervenu. C'est dommage, j'ai dans ma musette le plan de ce que j'étais en train de vous dire. J'en ai pas vraiment besoin, mais ce que je veux dire, je veux pas avoir l'air trop en désordre. Normalement, je fais un petit 1 et un petit 2. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des voyages, il s'est passé en gros ce que j'ai prédit dans ce premier livre. Comment a été reçu ce livre? C'est intéressant, en 1994, le livre est paru. Et il a fait l'objet d'un énorme article dans un journal anglais qui s'appelle The European, qui appartenait à Robert Maxwell, de sinistre mémoire. Et donc, la fille a assez intelligemment compris ce que je voulais dire. Il disait ce poison qui est distillé par l'Ouest. C'était le titre de l'article en anglais. Et effectivement, c'est un poison qui était destiné à tuer la culture hongroise. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que, et c'est là qu'on en arrive à la période actuelle, puis on va déboucher après sur le futur, parce qu'il y a tous les événements actuels qui sont un peu le couronnement de tout ça, c'est-à-dire l'Ukraine, évidemment.
le raidissement dont nous parlions tout à l'heure, cette jeunesse qui s'est dit on ne peut pas laisser notre pays aller à volo à ce point-là, ce raidissement a été bien plus loin que prévu. Vous avez vu que maintenant Orban a une majorité colossale. Et surtout, les Hongrois sont un morceau de sel dans le gâteau européen libéral. C'est-à-dire que cette Europe des supermarchés ne peut pas se faire à cause d'eux. Et on le voit bien en ce moment. Tout le monde, là j'en arrive presque à la conclusion, mais je vais revenir un peu au départ, parce qu'il faut pas mettre normalement, le raisonnement arrive à la situation actuelle, qui est que l'Ukraine et tout ça aura la Hongrie comme clé de résolution. C'est-à-dire que vous avez entendu parler d'un groupe qui s'appelle Visegrad. Voilà, le groupe de Visegrad est une ville de Hongrie où 4 pays se sont réunis, la Slovaquie, la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne, pour dire l'immigration à ce point-là, non, on n'en veut pas. Et donc c'était le début d'une réserve, enfin, d'une résistance à l'égard des valeurs européennes, car ils ont commencé à comprendre à ce moment-là, donc j'en reviens à cette période des années 90-2000, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait dans le panier des valeurs américaines des choses qui étaient intolérables. Soros déjà, qui essayait de faire sa société ouverte, ils ont compris ce que voulait dire société ouverte. Société ouverte, ça ne voulait pas dire qu'on allait en Californie comme si on prenait l'autobus. Ça voulait dire que les Californiens déjà venaient eux-mêmes en Hongrie tout le temps et s'y comportaient comme en pays conquis. Donc déjà, ça a été un premier choc. Et l'autre choc, c'était la fameuse immigration venue des pays orientaux. Et là, je me permets de vous rappeler, d'orientaux, je veux dire la Syrie, etc., ça menaçait déjà. Je veux dire, ça menaçait depuis des siècles, puisque je me permets de vous rappeler que la Hongrie a été occupée par l'islam pendant un siècle. Vous vous en souvenez de ça? Après le règne de Louis XIV, les Turcs sont arrivés à Budapest, et ça a été un désastre. Et ça a été un désastre au point que les églises ont été remplacées par des minarets pendant un siècle entier. Donc quand on dit aux Hongrois, au nom de l'Europe, vous devez faire venir toutes les populations qu'on souhaite, les Hongrois disent non, pas toutes. Et puis ils donnent des arguments très précis. Et ça, personne n'a voulu les entendre. Pas plus que d'ailleurs, ils n'ont voulu entendre les Serbes à l'époque. C'est le même problème. Donc cette raideur à l'égard, non pas de l'immigration en elle-même, parce qu'ils n'ont rien contre les Chinois, c'est bourré de restaurants chinois à Budapest, cette réticence devant l'immigration islamique est très importante parce qu'elle vient du passé et qu'elle est impossible à enjamber. Impossible. Donc l'Europe aurait dû tenir compte de ça dès le départ, elle ne l'a pas fait, elle en a maintenant les conséquences. En plus, je me permets de vous rappeler aussi que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, mais on essaie d'y faire entrer. Et évidemment, les Hongrois sont incapables de concevoir une Turquie européenne, donc hongroise, puisqu'ils les ont eu sur le dos pendant des années, pendant des siècles, un siècle. Donc bref, tout ça a fait que le sentiment de résistance est devenu vraiment très important, et c'est là qu'on en arrive à cette période Orban qui est très singulière. Orban est un personnage d'abord très populaire, hein. Il descend rarement sous les 60%. La Hongrie est un pays très petit. Et donc c'est une famille. Et moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est qu'au-dessous de 10 millions d'habitants, tout est gérable. Tous les mots d'ordre peuvent passer. Après ça se perd un peu. Et la Hongrie, c'est des millions d'habitants, un peu plus quand même, et c'est là qu'on en arrive à la situation ukrainienne. Est-ce que vous savez qu'en Ukraine, il y a un bon million de Hongrois? Oui. Et que ce bon million de Hongrois va être l'une des clés de la solution du problème, puisque personne n'a voulu s'aviser d'une chose, c'est que les Hongrois ont une dent contre nous aussi, les Français, à cause de Clémenceau, qui a divisé, qui a donné aux pays voisins les 2 tiers de ce pays. Les 2 tiers de leur Hongrie ont été attribués aux voisins. La Slovaquie, la Slovénie, je sais pas, l'Ukraine. Bref, ces gens qui sont restés de culture hongroise, de langue hongroise, se retrouvent prisonniers d'un pays étranger voisin du leur. Et qu'a fait Orban dans les années 2000 pour montrer son intention et surtout le scandale de cette invasion américaine, il a réattribué la nationalité hongroise à tous les gens qui avaient été expatriés par le changement des frontières. Donc déjà, il a créé et c'est là que je veux en venir, puisque l'objet de la conférence, c'est de dire pourquoi vont-ils nous sauver? Ils nous sauvent déjà parce qu'ils pratiquent des valeurs qui ne sont pas celles des frontières. Ils vous disent, on est hongrois même derrière la frontière. Ce qui est un discours que nous pouvons tous comprendre et tenir. On est savoyard même si on habite à Paris.
Mais ça, ils ne veulent pas le savoir. Et j'en reviens à la période des années 80-90, où je fréquentais à la fois le milieu littéraire, Budapest, l'Institut français. Bernard-Henri Lévy me haïssait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je réveillais l'Europe des tribus. L'Europe des tribus, c'est ahurissant d'entendre ça. Les Hongrois, pour eux, c'était une tribu avec une salopette brodée. Dire c'était digne d'un film américain. C'est l'équivalent de, vous avez vu les films de Bruno là, à Hollywood. En gros, les Américains ont une vision de l'Europe de l'Est qui est hyper, tellement folklorique que ça fait ricaner dès qu'on voit les accoutrements. Et donc, Bernard-Henri Lévy est monté au créneau dès l'ouverture des frontières, dès l'ouverture enfin, de la chute du mur, en disant il faudrait voir à ne pas rétablir l'Europe des tribus. Or, quoi qu'on dise, l'Europe des tribus, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Voilà. Si vous vous appelez entraide savoyard, c'est parce que vous vous reconnaissez aussi, et peut-être parfois surtout, comme savoyard. Et les Hongrois, c'est pareil, et l'Europe, c'est pareil. Et nous avons donc un ensemble de valeurs qui sont des valeurs qui ne dépendent pas de l'endroit où nous nous trouvons. Alors évidemment, le libéralisme va vous dire, ben, nous, c'est la même chose. Puisque, avec nos valeurs à la baisse, nos valeurs le plus petit dénominateur commun, si vous allez vous installer à Singapour, vous êtes un membre de la Société mondiale au même titre qu'à Paris. Ben non, désolé, c'est un mondialisme de l'absence de cœur, et nous, c'est un mondialisme du cœur. C'est-à-dire qu'on croit partout, on croit même à Singapour, pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire même langue, un paysage mental extraordinairement bien forgé par une histoire que tout le monde se raconte en Hongrie depuis le début. C'est une histoire, l'histoire hongroise, je vous la résume en une phrase, c'est quand même pas très dur. Un roi de Hongrie en l'an 1000, descendant des tribus qui saccageaient tout en Europe, enfin dans le continent depuis 5 siècles, a dit bon, c'est fini maintenant, on a trouvé un lieu, Budapest, la boucle du Danube, et j'ai compris qu'une civilisation, ça se faisait quand on bougeait plus. Donc, le premier roi de Hongrie en l'an 1000 a compris deux choses. On commençait à réfléchir quand on arrêtait de bouger et de conquérir et de manger les autres. Et la deuxième chose, on commençait à devenir européen quand on devenait chrétien. Et donc il a converti tout son peuple, il a chargé un évêque de convertir tout son peuple qui était plus ou moins déiste, enfin, comment dire... animiste, voilà. Il l'a converti au catholicisme de l'époque, de l'an 1000, qui n'était pas un truc pour rigoler, et ça a très bien marché, puisqu'en l'espace de 4 générations, la Hongrie avait une terre, une tradition, et la langue, là, il l'avait depuis très longtemps. Et surtout, il a marié ses descendants, une de ses petites filles, à un Anjou. Donc là, il avait tout compris, quoi. En gros, l'Europe, c'était un territoire stable, une religion qui était la même que celle des voisins, et des alliances dynastiques. En fait, l'Europe qu'on nous décrit aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Pas de territoire, pas d'alliance particulière, on se marie avec qui on veut, il y a la fameuse mixité obligatoire qui est devenue une obligation. Du temps où j'étais un journaliste encore en faveur au Figaro, il m'arrivait de faire des papiers disant le métissage oui, mais obligatoire non. Or en fait il devient quasi obligatoire. Vous avez vu les publicités SFR. Je veux dire, il y a véritablement une recommandation en ce sens. Pour en revenir à la Hongrie, elle a refusé de se métisser culturellement à ce point-là. D'ailleurs, il faut reconnaître que pour le reste non plus. À cause de ce passé turc qui les a fait beaucoup souffrir, il n'y a pas beaucoup de mariages mixtes en Hongrie. Mais c'est ça qu'on leur reproche, et qu'on leur reproche encore aujourd'hui. Ce matin même, j'entendais que le groupe de Visegrad avait reçu une sommation de l'Europe, de 44 députés européens, donc c'était la semaine dernière, qui leur disait « Allez retrouver le sens de l'histoire ». Militer avec nous en faveur d'une alliance contre les Russes et au bénéfice de l'Ukraine. Et Viktor Orban a sagement dit qu'il n'en était pas question et qu'il achetait le gaz russe et que tout en n'étant pas un fervent soutien déclaré, il ne voulait pas les blâmer. Donc déjà, donc ce fameux groupe de Visegrad, on va en entendre parler pendant longtemps parce qu'il va finir par réclamer les territoires. On va finir par lui attribuer. Vous allez voir. Donc revenons à la raison pour laquelle les Hongrois ont si bien compris qu'ils étaient en quelque sorte des précurseurs de l'esprit européen.
c'est que l'esprit européen, chez eux, comme à Vienne, mais partout, mais nous on l'a oublié, il y en a plein les murs. Budapest est une véritable vitrine de ce qu'est l'humanisme européen. À Budapest, vous multipliez la densité de statues sous les balcons, à poil, pas à poil, des Atlantes, des vieillards, des angelots, mais il y en a 10 fois plus que partout ailleurs, 10 fois plus qu'à Berlin, 10 fois plus qu'à Vienne. Alors, pour des raisons aussi assez claires, c'est que c'était des gros malins, ils faisaient tout en plâtre, hein. Donc c'est en stuc, donc ils ne taillaient pas la pierre, donc il y en a, mais partout dans les hôtels, c'est tout souvent très décati, puisque le plâtre a été mangé par les ans, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a dans notre Europe humaniste, humaniste, c'est-à-dire ami, par exemple, des choses de la chair, du corps, vous voyez la moitié des naïades sont dénudées, etc. Il y a quelque chose d'incompatible avec l'immigration qu'on veut nous infliger. C'est-à-dire que, de même qu'on a essayé de vendre la Turquie aux Hongrois alors qu'ils avaient été occupés pendant un siècle, de même on essaie de nous vendre une immigration d'origine islamique dont le premier souci, en tout cas pour les petits-enfants, sera d'aller marteler les statues avec des seins. Donc il y a un problème qui est considérable, puisque ce n'est pas un seul problème hongrois. Que vous alliez à Vilnius, en Finlande ou en Sicile, c'est les mêmes statues. Donc nous sommes reconnus, nous, pays européens, pas au moins par ça, nous avons un même bestiaire dans la tête. Quand vous voyez comment dire, les déesses de la danse, de la musique, etc., on connaît tous un peu de mythologie grecque, il y en a plein les tableaux. Nos tableaux d'église, nous, sont très dénudés aussi. Et en Italie, où j'étais en poste pendant 3 ans, la moindre église lointaine est chargée de scènes par exemple de pillage, où les 3/4 des personnages sont nus. Donc vous imaginez que des activistes islamistes peuvent très bien aller lacérer ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup pour l'instant, mais ça peut venir en 24 heures. Donc le problème en fait de cette immigration qui a été appelée par le système américain chez nous, et qui est désormais défendu par une espèce de loi d'airain économique qui veut qu'aucune frontière ne soit rétablie, même pas mentale. C'est le sens de la lettre adressée par les députés européens au groupe de Visegrad et aux Hongrois. On leur a dit « cessez de vous raidir ». C'est quand même extraordinaire. En gros, c'est accepter de vous voir plonger le glaive dans la gorge. C'est à peu près ça. On leur dit, voilà, comme culture, vous avez le devoir de vous laisser annihiler. Car, vraiment, c'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez un peu la façon dont les affaires culturelles sont gérées, notamment vis-à-vis du monde arabe, le fameux Louvre d'Abu Dhabi, tous ces endroits détachés du Louvre, toute cette lecture détachée de la culture européenne et de la culture française, notamment en matière picturale, on prend toujours soin d'écrémer désormais. Une partie de notre culture n'est plus montrable aux gens qui nous financent. J'ai un ami qui a été conservateur du château de Fontainebleau, et un des théâtres internes à Fontainebleau a été refait par un émir arabe. Vous imaginez bien que le jour d'inauguration, on l'a dû cacher de 3 statues. Voilà, donc c'est un problème. Quand vous acceptez l'argent et le partenariat économique de gens qui n'ont qu'un souci, c'est de vous museler pour les 3/4 de ce que vous êtes, pas de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et nous sommes ça. Et les Hongrois ont très bien compris qu'ils étaient ça. Et donc ils veulent le rester. Et alors donc c'est là que j'en viens à leur avenir dans l'ensemble européen. Il est évident que ces gens-là ont une vocation à nous dire, mais où en êtes-vous rendus? Il faut absolument que vous vous ressaisissiez. Et donc les Hongrois, en résistant comme ça, et en faisant d'ailleurs en ce moment leur nid. Parce qu'on vous dit, le groupe de Visegrad, là, il faut lire dans la presse ce qu'on vous dit pour comprendre ce qu'il fallait comprendre. On vous dit, le groupe de Visegrad est très divisé. Si vous le lisez dans le JDD, vous comprenez que c'est justement parce qu'on s'inquiète, il n'est pas si divisé que ça. Alors je vous donne un exemple. En ce moment, hier, on vient d'apprendre que la Slovénie livrait 3 hélicoptères à l'Ukraine. 3 hélicoptères, je regarde et je vois 3 hélicoptères russes des années soviétiques. Donc ça veut dire,
Ça veut dire que la Slovénie joue le jeu pour avoir ses subventions européennes, pour calmer les Américains en filant du vieux matos soviétique à l'Ukraine. C'est incroyable. Et vous apprenez à côté que la Tchéquie, fait un mur de 150 km anti-migrants. Donc vous vous dites, il y a un double discours. On veut la subvention européenne, donc on fait semblant d'eux, mais en même temps, on est un corps de résistance au sein de l'ordre. Et donc c'est pas pour ça qu'ils sont devenus très pro-russes. Hein. La Pologne a des raisons très personnelles, si j'ose dire, de ne pas être pro-russes. En revanche, les Hongrois sont beaucoup plus patients à l'égard des Russes, surtout si les Russes leur laissent entendre, une fois que nous aurons ménagé leur fierté en leur laissant la région de Kiev, qui est l'Ukraine initiale, rendu à la Hongrie, ce qui lui appartient, un peu à la Roumanie, un tout petit peu à la Pologne, je pense que les nations autour diront bah, c'est pas si mal la solution russe. Parce qu'à ce moment-là, chacun prend un bout, et puis il reste que Kiev et sa région, qui restera comme une espèce de Malte au sein du continent européen. Donc, tout ça pour dire que la Hongrie a quand même une clé importante dans notre destin des 10 prochaines années. Elle a une attitude intelligente et elle fait surtout un pari, et elle n'a pas tort, c'est le même, moi je fais le même, qui est que l'Amérique va mettre un genou à terre. Parce que l'Amérique, c'est comme un diplodocus, il y a un moment où son poids est trop important et le squelette ne tient pas. L'Amérique ne peut pas tenir ses ambitions. On voit bien que déjà, elle ne pouvait déjà pas les tenir quand elle était maître du monde et du dollar, et que maintenant qu'elle n'est plus maître ni du monde ni du dollar, elle a un mal terrible à se financer, elle va avoir un mal terrible à se financer, elle va probablement essayer de récupérer la Chine. C'est domestiquer la Chine, ça va faire mal. Hein. Parce que la Chine est son principal créancier. Et dans l'histoire, quand on est surendetté auprès de quelqu'un, le meilleur moyen de réduire la dette, c'est d'aller se rendre maître de son créancier. Donc on ne sait pas comment les Américains arriveront à phagocyter la Chine, mais en tout cas, ça devrait être l'une de leurs priorités. Tout ça pour dire qu'en tant qu'Européens, nous avons une partie à jouer, qui est dès que les Américains ont un pied à terre, il faut absolument réveiller quelque chose qui existe encore, et si ça existe encore, c'est parce que les pays de l'Est sont restés ce qu'ils sont. Quand j'ai débarqué en 94, 15, 16, il y avait des conservatoires de tout, de beaux-arts, de musique, avec des gens remarquables qui pratiquaient l'art d'autrefois. Je vous donne un exemple que vous trouvez sur Internet. Le type s'appelait Brenner. Il venait de publier un disque qui s'appelait Beatles Go Baroque. Donc c'était un type élevé par ses parents dans la musique la plus classique traditionnelle. Il y avait 4 copains et ils improvisaient comme quatuor à cordes du baroque en permanence sur n'importe quelle chansonnette. Puis ils se sont dit tiens si on le faisait sur les Beatles. Et ils ont fait un disque remarquable où tous les grands tubes des Beatles sont chargés de fioritures baroques. Alors, ça m'avait amusé, parce que je l'avais cité dans mon livre, pour quelle raison? Parce que Brenner est capable de faire un disque qui est mondialement célèbre en faisant 4 séances de studio, hein, avec Penny Lane, plus du baroque, et c'est remarquable, mais aller demander aux gens de Abbey Road qui travaillaient pour les Beatles de faire du baroque, ils ne savaient pas. Et c'est ça le problème, c'est que la Hongrie et tous ces pays-là, on possède un savoir qui nous échappe désormais. Ils sont notre véritable conservatoire. Lorsque le mur est tombé, lorsque les gens dignes et intelligents sont devenus pauvres, j'ai connu un professeur de latin qui avait 6 enfants, qui gagnait très mal sa vie. Il était vieux, il était au bord de la retraite, et ses enfants jouaient de la musique de chambre pour se divertir, car il n'y avait pas la télé. C'est quand même extraordinaire. Alors, si ça se trouve, ces filles étaient tellement bien élevées qu'une ou deux sont devenues chefs d'une agence de pub à Berlin, mais évidemment, cette enfance préservée, cette enfance hyperculturelle, elles l'ont gardée au cœur, elles la transmettent. Et donc, tous ces pays de l'Est qui, quand même, ont un peu fait fortune, sont un ferment d'une renaissance future. Et d'ailleurs, déjà, vous le voyez bien, parce que maintenant, alors, je résume beaucoup, mais à Paris, on dit Disneyland, mais c'est bon pour les Arabes. Plus aucun enfant européen ne va à Disneyland. Ou alors, il faut vraiment être très bas de gamme.
C'est un truc que pour les immigrés. Pourquoi? Parce que c'est une culture d'emprunt complètement industriel de méli-mélo, qui est tout justement à ceux qui viennent d'arriver. On leur a tout simplifié, Cendrillon c'est juste une robe un peu bleue, mais oui, c'est vrai. Et donc c'est vraiment, alors que notre Europe c'est exactement le contraire. Le joueur de flûte de Hamelin, toutes ces choses d'ailleurs que les studios Disney nous ont piquées, toutes ces choses viennent d'un fond de culture et légende qui est importantissime. Et donc, pour en revenir à la Russie fait peur à certains pays comme la Pologne, mais la Russie a le même fond de légendes européennes. Tous les contes des grands-mères, le petit chaperon rouge, tout ça, un vieux fond russe. Pierre et le loup, au fond, Grimm aurait pu l'écrire. Vous voyez, on est la même famille. Donc le jour où nous nous réapercevons que nous sommes la même famille, le jour où on cessera d'avoir peur des Russes, parce que les Russes, c'est aussi les concerts de Franz Liszt à la fin du siècle dernier, où il était une vedette, les voyages de Balzac. La Russie, c'était les voyages de Balzac qui sillonnaient la Russie, ou Alexandre Dumas, qui était reçu comme Paul McCartney. On ne se rend pas compte de ça, mais on était un continent très uni, et très uni autour des mêmes valeurs qui ont été laminées par l'Amérique. Laminées aussi à coup d'argent, parce qu'il faut voir que beaucoup de ces gens ont été achetés à grand prix par l'Amérique, bon, à la faveur des bouleversements d'avant et d'après-guerre. Mais, pour sans parler des bouleversements où on sauvait sa peau, il y a eu un moment dans les années 80 où on partait en Amérique pour se faire un salaire 4 fois plus élevé. Et là, le problème est de savoir, est-ce que quand ils ont gagné un salaire 4 fois plus élevé en Californie, est-ce qu'ils ont encore envie de devenir hongrois? Alors, moi je sais que oui, puisque je les ai vus revenir. Quand il y a eu délocalisation, ils se sont dit, oui, écoute, je travaille 2 mois en Californie et le reste du temps, je fais mes trucs à Budapest. Donc dans un appartement énorme à Budapest, ils ont une espèce de start-up qui travaille avec les Californiens, mais donc ils ont réintégré leur monde d'origine. Donc déjà, c'est gagné parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en famille. Tout ça pour conclure quand même, pour conclure provisoirement, parce que je pense que vous aurez des questions, sur une note d'optimisme quant à ce qui se passe en ce moment. Je crois que, d'abord, c'était nécessaire. Il y avait un moment où, parce que sans ça, ils débarquaient. Leur but, hein, ne l'oublions pas, leur but c'était de faire en sorte qu'il y ait des manifestations monstres sur la place rouge afin que Poutine s'en aille comme Moubarak. C'était ça leur but. Et la raison pour laquelle Poutine reste, c'est qu'il est extrêmement soutenu. Certes, il y a une petite opposition qui est un peu financée par la CIA, mais il est très très soutenu, et il est très soutenu pour les raisons que je viens de vous indiquer. La plupart des Russes de basse extraction sont d'une culture européenne, notamment, extraordinaire. Ils savent très bien ce que faisait Tourgueniev à Paris. Tandis que Magnès, elle ne sait même pas le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vraiment, la mémoire de l'appartenance russe au continent européen, elle reste présente au cœur de tous les Russes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, et c'est en train d'être fait. Parce que le nombre de comités franco-russes auxquels j'appartiens, ou enfin, que je fréquente, est très nombreux, enfin, très, très important. Et donc forcément, ça va redéboucher sur une solidarité de fait, sans parler des descendants de Russes blancs. On ne mesure pas l'importance de tous ces gens qui sont arrivés par vagues à partir de 1920, et qui ont occupé des emplois misérables à Paris, mais qui se sont fréquentés comme les Hongrois à New York, avec beaucoup de plaisir, ou de rivalité, mais peu importe, c'est une famille. Et c'est une famille qui infeste littéralement dans l'esprit en ce moment l'opinion française sur la Russie. LCI vous balance une opinion sur la Russie qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend dans le 16e. Hein. Les gens vraiment cultivés dans le 16e disent la Russie c'est nos frères. C'est évidemment nos frères. Bon, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un point très important, c'est le christianisme. Le christianisme qui est un vecteur de retrouvailles avec l'Europe très puissant. Alors il y a ceux qui disent pour des raisons religieuses et ceux qui disent pour des raisons sociales. Mais au fond, peu importe, c'est la même chose. Le christianisme, en Hongrie, c'est un ciment de la nation. La couronne hongroise a une croix. Et la couronne hongroise, c'est l'objet sacré par excellence, il est sur toutes les affiches. Donc le christianisme a fondé la nation hongroise, et ils le savent, en l'an 1000, c'est relativement tardif, ils le savent, ils le disent, et ils s'y réfèrent sans arrêt. Je pense que la Russie, en ce moment, c'est pareil, il y a un retour de l'orthodoxie qui est phénoménal, et parallèlement, Rome fait exprès d'entrer en décrépitude. Donc, ce qui est un peu terrible, c'est que, c'est-à-dire l'objet de mon campanole de la semaine, là, que j'ai déjà enregistré, c'est que le catholicisme romain va être probablement laminé dans l'esprit, hein, dans l'esprit au début, par le monde arabe,
comme en pleine collusion avec la décadence des élites occidentales. Et je crains que Poutine, qui l'a d'ailleurs annoncé, ne balance des preuves de la décadence occidentale en matière de mœurs, notamment en matière d'exploitation des enfants, qui vont être tellement accablantes. Je pense que Poutine prend son élan là pour frapper un énorme coup. Et si Poutine frappe un énorme coup, il va nous mettre par terre, il va mettre par terre les Américains qui sont au cœur de cette fournaise de conneries, parce que les Américains n'ont pas de principe. Donc évidemment, quand on n'a pas de principe, qu'on n'a que de l'argent, on fait l'île de Epstein. Je pense que même lui ne se rendait pas compte à quel point c'était monstrueux. Il y a un moment où l'absence de morale, finalement, finit par devenir une morale. C'est que dans son esprit, c'était normal. Donc le jour où Poutine révèle qu'il y a véritablement une internationale, il y a un véritable code IBAN de la perversion, notamment pédophilique, mais c'est pas la seule, hein, il y a des crimes rituels, il y a tout ce qu'on veut. Le jour où il y a vraiment des dossiers forts qui sortent, le monde arabe va s'en saisir, en disant, vous voyez, la chrétienté c'est ça. Et c'est très difficile de dire le contraire dans la mesure où Chirac était à toutes les grands-messes aux Invalides et se tapait de la coke le lendemain, où ses ministres allaient se taper des petits garçons au Maroc. Et là, on a les preuves. Je veux dire, là, il y a un moment où l'ambiguïté profonde du catholicisme mélangée à l'État dans nos nations, disons latines, Italie, Espagne et France, va être impossible à cacher. Et donc heureusement que l'orthodoxie va dire hey, le catholicisme c'est nous, enfin le christianisme c'est nous. Et donc il y a quand même une épine dorsale qui va demeurer, et je pense que Poutine est fait pour résister au monde arabe. D'ailleurs ils l'ont toujours fait dans leur histoire, par la Turquie. Il va reprendre les rênes et dire voilà, non, désolé, ce continent est une chasse gardée. Et donc, voilà. Et alors, rien de tout ça n'est possible sans le genou à terre des Américains. Alors là, évidemment, on se perd en conjecture. Comment, pourquoi vont-ils être affaiblis? Bon, ils peuvent l'être de mille manières. Hein. Une révolte interne, parce que c'est le pays par excellence de la guerre civile, ils l'ont déjà prouvé. Ils peuvent avoir un problème naturel, dont on les menace, le fameux Yellowstone. Il vaut mieux pas que ce soit Yellowstone parce qu'on y passerait aussi, mais un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que le pays serait détruit, je dis simplement qu'il retrouverait le sens des priorités et s'occuper de soi d'abord et de ses voisins et pas faire la police dans le monde comme ils l'ont fait. De toute façon, ça n'a plus de raison d'être, le fait de faire de la police dans le monde, puisque la seule raison d'être, c'était d'asseoir, de maintenir la prééminence du dollar. Vous connaissez le principe, un Singapourien qui commerce avec un Indien, s'ils se payent l'un et l'autre en dollars, l'Amérique considère qu'ils font partie du système américain dans la mesure où ils se sont payés en dollars. Et donc, elle peut sanctionner l'un ou l'autre pour corruption. Donc elle peut intervenir dans tous les pays pour régenter la vie morale des pays au nom du fait que le dollar est une monnaie d'échange dans des pays qu'ils n'ont jamais visités. Donc ça, c'est un problème absolument terrible. Heureusement qu'il est en train d'être réglé, puisqu'il va y avoir un remorcellement. Donc bref, tout ça pour dire que la note d'optimisme me paraît très raisonnable, même si elle dépend un peu de la providence, puisqu'il faudrait que l'Amérique ait un genou à terre. Mais je pense que les pays de l'Est, Dieu merci, sont comme dans Jurassic Park, l'ADN des dinosaures qui est resté enquisté et qui peut se réveiller. Donc